Hello everyone! Yes, don't worry, I know I am speaking English. Because our video is so interesting, our team of journalists decided to present it in English. The aim is that more people can see and understand it. But dear French viewers who struggle with English, don't worry, we've added subtitles. Ready? Okay, let's go! Do we choose to be an artist? Very interesting question. But just before Marie tries to answer it, nothing better than concrete examples. We take you on a guided tour to the heart of the lives of artists who have left their mark on history. Don't hesitate to refer you to the map to follow our journey. Let's go to the first destination! Here in the Museum of Orsay, you can find paintings of a little-known artist, Vincent van Gogh. Does this name remind you of something? It's not surprising, because he's unquestionably one of the famous artists of the 19th century. Recognized as a true genius, his works are sold today for millions. Then we can naturally suppose that Vincent van Gogh had a destiny set out for a future where he will become a star, adored, rich and happy. But Vincent van Gogh's life has nothing to do with this fairy tale. Vincent Willem van Gogh is a well-known Dutch post-impressionist painter. He was born on March 30, 1853, to upper-middle-class parents. He spent his early adulthood working for odd jobs. In March 1886, he moved to Paris and discovered the French Impressionists. Van Gogh invited Gauguin to join him in Arles, where he settles in 1988. But their relationship began to deteriorate. They quarreled about art. Van Gogh increasingly feared that Gauguin was going to desert him, cut off part of his own hair. This incident was the first serious sign of the mental health problems that were to afflict Van Gogh for the remaining days of his life. On May 9, 1889, he asked to be admitted to the asylum at Saint-Rémy-de-Provence, a hospital for the mentally ill. In the year Vincent van Gogh spent at the asylum, he produced 150 paintings and hundreds of drawings. On July 27, 1890, he shot himself in a lonely field and died. 2 days later, in the morning of July 29, 1890, during his lifetime, Van Gogh remained poor and unknown. Welcome to the Françoise Cachin Gallery. Here I exposed a lot of Van Gogh's paintings, such as its self-portrait that you can see here. One of them has been sold for $71.5 million. The high number of Van Gogh's paintings that are exposed in the Museum of Orsay is a proof of the renown of this artist who influences each century following his death. Il est temps de parler philosophie. On va se demander quelle est la place du choix d'être artiste dans la vie de Van Gogh. Est-il esclave ou maître de son art? Comme nous l'a montré sa biographie, au début, Van Gogh ne s'est pas tout de suite dirigé vers une vie d'artiste. Il semble donc que lorsqu'il a commencé à peindre, cette décision était muée par sa propre volonté. Il aurait donc décidé d'être artiste. Cependant, suffit-il de le décider pour le devenir? Qu'est-ce qui fait vraiment un artiste? Si on prend la vie de Van Gogh, après avoir fait son choix, il commença à peindre quelques toiles, mais sans grand succès. Il en jeta d'ailleurs quelques-unes lorsque son frère les trouvait moches ou sans intérêt. Dans ce cas-là, on remarque une autre influence que celle du peintre sur son art, celle de son entourage. En effet, si Van Gogh peint quelque chose, il est possible qu'une personne extérieure ne considère pas cela comme de l'art. C'est le cas avec Van Gogh et son frère. Et c'est bien dommage car on aurait pu avoir plus de tableaux de Van Gogh. À partir de son lancement, au cours de sa vie, Van Gogh se perfectionne et améliore ses techniques. Il obtient un savoir-faire qui lui permet de peindre des toiles de plus en plus appréciées. Il en vendra d'ailleurs quelques-unes, mais toujours sans un très grand succès. Grâce à l'obtention de cette maîtrise,
les toiles de Van Gogh commencent à être considérées comme de l'art. Mais alors, cela voudrait-il dire que l'artiste ne se suffit pas à lui-même, qu'il soit nécessaire qu'il obtienne une maîtrise pour pouvoir être considéré comme artiste? Néanmoins, si l'art est subjectif, donc à l'appréciation individuelle de chacun, mais qu'il nécessite des techniques classées, définies, connues et universelles, dans ce cas-là, un paradoxe apparaît. En effet, qu'est-ce qui différencierait deux toiles si les techniques utilisées sont semblables? Choisir d'être artiste et obtenir une maîtrise de son art ne suffit pas pour le devenir. Certes, l'artiste est maître et il a fait le choix de le devenir, cependant, il semble qu'il y ait quelque chose d'autre. Tout au long de sa vie, Van Gogh vivra difficilement, sans jamais être réellement reconnu pour son art. La reconnaissance mondiale que l'on lui connaît aujourd'hui ne vient qu'après sa mort. L'artiste est sujet à de graves crises de folie, comme celle qui lui poussera à se couper l'oreille. Comme vu dans sa biographie, Van Gogh décédera dans la misère et la précarité, dans un hôpital psychiatrique. Cependant, aujourd'hui, les toiles de Van Gogh sont parmi les plus célèbres au monde. Il semble alors qu'un autre facteur entre en jeu, celui de l'avis des spectateurs. En effet, c'est à partir du moment qu'un certain nombre de personnes considèrent les toiles de Van Gogh comme des chefs-d'œuvre qu'elles commencent à être considérées par tous comme telles. Néanmoins, cela ne signifie pas que ces toiles étaient moins bonnes ou que Van Gogh était moins artiste avant d'être connu. Il semble alors que cette qualité d'artiste ne réside pas seulement dans le regard que portent les autres sur son œuvre, mais bien d'une propriété intrinsèque propre à l'artiste lui-même. Le talent dont il fait preuve est un don qu'il n'a pas choisi d'avoir. Le choix qu'a fait Van Gogh, c'est de commencer à peindre. La technique et la maîtrise qu'il a obtenue lui ont permis de concrétiser ce choix et de faire vivre ce don dont il a été doté, mais qui ne dépend d'aucune volonté propre. Grâce au cas de Van Gogh, nous pouvons poser l'hypothèse qu'un artiste peut faire le choix de pratiquer son art ou non, mais que le talent qu'il exerce lui est incontrôlable dans le choix qu'il fait de son existence. Cependant, ce don est tout de même soumis à ses propres choix dans la maîtrise qu'il en fait. La liberté de l'artiste résiderait donc dans la manière qu'il a d'interpréter son don intérieur. L'artiste serait alors à la fois un maître et un talent. Cette première réponse, grâce au cas de Van Gogh, comporte cependant des limites. Afin d'y voir plus clair, nous continuons la visite avec Benjamin qui nous emmène à la rencontre d'un autre artiste. Let's go on the visit! It's over for the Musée d'Orsay. We have seen with Van Gogh the case of painter wanting and seeking to succeed, but who is not recognized until after his death. Now, it's the time to discover another artist. Next destination, the Centre Pompidou. And next example, Marcel Duchamp. Maybe you've heard about an artist that turned a urinal into a work of art. Yes, this is true and this is contemporary art. Let's go! But just before, little presentation of Marcel Duchamp. Born in 1887 and died in 1968, Marcel Duchamp was a self-taught French painter and visual artist. This world-famous artist is considered by many to be one of the most important artists of the 20th century and one of the precursors of contemporary art. In 1913, at the age of 26, he invented the ready-made. The idea is simple but revolutionary. Duchamp chooses one or more existing objects to make a work of art. We will therefore present his most famous ready-made work. Okay, so now we are just arriving in front of the work. It's just here. This is one of the most important works in the 20th century. Its vulgarity led Deschamps to exhibit it under a pseudonym, Hermut. Duchamp took an utilitarian object and transformed it into a work of art, which is reminiscent of the ready-made, but he chose a vulgar object by choice. It is a choice because Duchamp
wanted to be provocative and to shake up the codes and show that art is everywhere. It should be noted that this work has no original, and this problem is a little of important because for Duchamp, art is cosa mentale. It is a thing of the mind. This work is considered by many historians as the birth of contemporary art. Le cas de l'art contemporain est très intéressant dans le cadre de notre étude sur la liberté d'être artiste. L'art contemporain est une période artistique de 1945 à nos jours. Cependant, il comporte également un aspect esthétique, il est donc essentiel de ne pas le considérer uniquement sous un angle chronologique. L'art contemporain s'inscrit dans une volonté de rupture avec le passé et les traditions. Le choix d'être artiste dans ce courant novateur est donc essentiel. Un cas en particulier de l'art contemporain nous intéresse aujourd'hui, celui dont nous a parlé Benjamin, du ready-made. Le ready-made consiste en la récupération d'objets du quotidien de la vie courante afin d'en faire des œuvres d'art. D'abord, nous pouvons nous demander comment est-ce qu'un artiste choisit-il un objet pour qu'il devienne une œuvre d'art. Dans un premier temps, nous pouvons poser l'hypothèse qu'un artiste pourrait choisir n'importe quel objet. Dans ce cas-là, rien ne prédisposerait un objet plus qu'un autre à devenir plus tard l'œuvre d'art. Cela voudrait donc dire que l'artiste est totalement maître, que seuls ses propres choix, ses propres décisions mènent à la création puis la concrétisation de son idée artistique. Duchamp affirme en effet « Il est un point que je veux établir très clairement, c'est que le choix de ces ready-made ne me fut jamais dicté par quelque délectation esthétique. » Nous comprenons donc bien ici que l'artiste ne semble soumis à aucune détermination artistique. Il serait alors libre de créer comme il le souhaite, puisqu'il cherche à atteindre une indifférence visuelle, il cherche une absence totale de bon ou de mauvais goût. À ce propos, à Sweeney qui lui demande comment a-t-il pu échapper au bon ou au mauvais goût, Duchamp répond par l'utilisation de techniques mécaniques. Un dessin mécanique ne sous-entend aucun goût. Encore une fois, Duchamp justifie sa liberté artistique par l'utilisation de techniques définies, connues, mécaniques. Toutefois, comme dans le cas de Van Gogh, il semble que la qualité d'artiste ou d'œuvre d'art ne réside pas uniquement dans le choix de l'artiste. Duchamp déclare « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux ». Nous comprenons donc bien, comme dans le cas de Van Gogh, qu'il semble évident que l'art dépend en grande partie des spectateurs. Cette notion est d'autant plus importante dans le cas du ready-made. Dans ce cas, l'avis du public est décisif. Si personne ne considère l'urinoir comme une œuvre d'art, alors qu'est-ce qui le définit comme tel? Il semble alors que si n'importe quel objet peut devenir une œuvre d'art, dans ce cas-là, qu'est-ce qui conditionne l'avis du public? Cela dépendrait-il alors du hasard? Marcel Duchamp revient, au cours de sa vie, sur la première idée que nous avons évoquée. En 1957, il définit ce qu'il nomme le processus créatif. Il écrit notamment « Pendant l'acte de création, l'artiste va de l'intention à la réalisation par une chaîne de réaction totalement subjective. Il affirme que ces processus ne peuvent ni ne doivent être pleinement conscients, du moins sur le plan esthétique. Cette idée montre une évolution dans la vision qu'a Duchamp de sa propre création artistique. Nous comprenons qu'il considère maintenant une forme d'inconscient dans le processus de réalisation d'un ready-made. Le plan esthétique ne semble alors plus être quelque chose qu'il rejette ou qu'il définit comme contingent, mais plutôt comme faisant partie intégrante et une partie inéluctable du processus de création. Cet aspect inconscient ne dépendant pas des choix de l'artiste, il semble donc que la liberté d'un artiste soit conditionnée par l'aspect esthétique de ses œuvres. Lorsqu'un journaliste lui demande comment est-ce qu'il choisit un objet pour un ready-made, Duchamp répond « Il vous choisit pour ainsi dire ». Cette réponse nous conforte dans l'idée que même le ready-made obéit à une certaine forme de don inné, de force supérieure ou inconsciente que l'artiste ne peut expliquer et qui conditionne ses choix ainsi que son art. Encore une fois, nous avons pu voir que la liberté d'être artiste est difficile à cerner du fait qu'elle varie en fonction du point de vue que l'on porte sur l'auteur, mais également de la façon dont il définit lui-même son art. Le cas de Duchamp nous a permis de comprendre que l'aspect esthétique occupe une place centrale dans la liberté de son auteur. En effet, un artiste peut choisir d'utiliser telle ou telle technique plutôt qu'une autre, mais il n'a pas pleinement conscience de l'aspect esthétique de son travail, qui conditionnera l'avis du public. L'auteur du ready-made cherche alors à se séparer de cet aspect esthétique afin d'être un artiste libre. Il est désormais temps de nous rendre sur le dernier lieu de notre visite guidée, à la rencontre pas d'un mais de plusieurs artistes. Are you ready for the last place? We leave the Centre Pompidou and we continue our visit. Change of scenery. We are now
at the heart of the Quartier Latin in Paris. This area is recognized to be the intellectual and literary place of Paris. Behind me, you can see the Closet des Lilas, a famous coffee shop. This is a very special place of Paris, with a particular story. Indeed, the Quartier Latin, where it is situated in, is the historic and still current student district of Paris. As a result, during the 19th and 20th century, you can see here every day at the Closet des Lilas the students and painters of the Beaux-Arts and some literary gathering here and bringing the place to life. This area became the intellectual place of Paris, thanks to these coffee shops like La Closet des Lilas, but also many others, such as La Rotonde, Le Dôme and La Coupole. Among the artists who have frequented La Closet des Lilas, we can mention Basile, Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, who will become the Impressionists. There are also literary like Émile Zola, Paul Cézanne, Théophile Gautier and Charles Baudelaire. During the 20th century, they give way to Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, Paul Éluard, Oscar Wilde, Samuel Beckett, and many others. To put it in a nutshell, this coffee shop is now part of the heart of the literary history of modern Paris, which has partly forged our artistic heritage. If you ever visit the Closet des Lilas, you will be able to read on the tables the names of the artists who have passed through here. Parmi tous les artistes qui fréquentèrent ce lieu, il est intéressant de nous attarder sur un groupe en particulier, ce que l'on nomme les poètes maudits. Ce terme est issu d'un ouvrage de Paul Verlaine, mais devient rapidement un mot de vocabulaire courant. Les poètes maudits se sont eux-mêmes définis comme tels et entretiennent une vision particulière de leur position d'artiste. En effet, c'est une vision romantique, extrême, de la relation entre le poète et la société qui l'entoure, et qui passe par une malédiction, entraînant une marginalisation. Les poètes maudits se définissent comme des hommes à qui a été confié le don de la poésie, sans pour autant qu'ils ne l'aient souhaité. Ils sont dès lors condamnés à être poètes, leur incombant la lourde tâche de créer des œuvres poétiques malgré eux. Ils ne semblent pas libres d'être artistes. Cette idée de poète maudit s'inscrit en effet au cœur de notre sujet, de par cette malédiction qui les condamne à être poètes, à être artistes. Les poètes maudits sentent comme un devoir inévitable de remplir ce rôle, auquel ils ne peuvent pas échapper. Ils ressentent ce don comme une force intérieure qui les domine et ne leur apporte que souffrance au cours de leur existence. En effet, la principale source d'inspiration des poètes maudits est la souffrance. Les poètes ressentent le spleen, un état continu de mélancolie. Les poètes maudits pensent ne jamais pouvoir se libérer de leur souffrance. Or, si leur souffrance est leur source d'inspiration, mais qu'ils ne peuvent s'en libérer, alors il semble que les poètes maudits soient condamnés à être des artistes. Afin de purger leur peine, les poètes maudits consacrent leur vie entière à éparpiller sur des kilomètres de papier les bribes de leur folie mélancolique. Capables de déceler la moindre parcelle de désespoir dans tout élément de l'univers, ils feignent avoir atteint le paroxysme du pessimisme, avant de vous faire découvrir qu'il est toujours possible d'en repousser les frontières. La malédiction qui pèse sur le poète réside alors non seulement dans sa singularité irréductible qui engendre une relation conflictuelle avec la société, mais aussi dans le sentiment malheureux du combat qui se joue en lui. Il vise en effet à s'élever vers l'idéal, notamment grâce à son art, mais reste soumis à la lourdeur de la matière et aux appétits du corps, indexé du côté du mal. Le poète est un corps comme les autres, mais il se différenciera par l'âme. Le poète maudit se considère en effet comme un phare de vérité. Il est l'interprète de mondes inconnus. Il est un albatros, comme dit Baudelaire. Il est un voyant. En résumé, il voit ce que les autres ne peuvent pas voir. L'âme de l'artiste s'élève alors, car elle peut accéder, grâce à l'art, à un état transcendant de notre condition de simple homme. Enfin,
On peut donc dire, grâce au poète maudit, qu'il existera une force supérieure, un don intrinsèque et inéluctable qui caractérise les artistes. Leur liberté d'être artistes ne serait donc pas complète puisqu'ils ne choisissent pas de l'être. Cependant, c'est cette condition de voyant, d'artiste qui élève leur âme. Cette élévation est un moyen de transcender le monde physique, de se libérer de la cage corporelle qui emprisonne notre esprit et l'empêche d'accéder à ce monde abstrait. Les artistes semblent pouvoir accéder à cet état transcendant. L'art est une libération, mais nous ne serions pas tous libres d'accéder à cette libération. We could see, thanks to the poet Maudit, another point of view on the choice to be an artist. Now, we are ready to answer to the big question, do we choose to be an artist? This guided tour introduced us to many cases of artists and their vision of their own freedom. We have come to various conclusions that make us think about our subject. Now we can go back to the rest of the Philosophies team to share our knowledge with them, which will be very useful for Mary's dissertation. Thank you for watching and listening to us. We wish you a good end of reading. Goodbye!